Eh bien, nous voici dans une période cruciale de la vie politique iranienne, puisque le 18 juin doit intervenir les élections présidentielles. Elles sont marquées par un certain nombre de caractères inédits pour certains. Inédits parce que le Conseil des gardiens de la Constitution, qui certes à chaque élection pratique un rabotage massif et spectaculaire des candidats qui ne plaisent pas au guide, cette fois-ci a réalisé un double coup de force. Le premier coup de force, c'est peu avant le début de la campagne, il a modifié les règles du jeu de façon à favoriser les gardiens de la Révolution. C'était l'objectif tout à fait explicite. Deux, le second coup de force, c'est que quand il a publié la liste des 7 admis à se présenter, eh bien, il a éliminé le principal concurrent sérieux qui est Ali Larijani. Ali Larijani, c'est un monsieur qui en fait est le seul grand homme politique iranien qui ait une vraie stature d'homme d'État. Il a été longtemps président du Parlement, il connaît tous les dossiers diplomatiques, il a été négociateur nucléaire, économique. Il dirigeait jusqu'aux législatives de 2020 la majorité parlementaire composée du bloc modéré, conservateur pragmatique, c'était son camp, et enfin une poignée de réformateurs, majorité qui a éclaté et qui a coïncidé avec l'élimination massive de tout le clan, car ils sont 4 frères Larijani, par le guide. Ils ont été retirés de leurs fonctions, etc., éliminés, en fait, à la demande des gardiens de la Révolution, car Ali Larijani et un de ses frères, qui était ancien chef du judiciaire, avaient décidé de s'attaquer aux intérêts des gardiens de la Révolution via la lutte contre la corruption. Ceux-ci ne lui ont pas pardonné, d'où l'élimination massive politique. Donc les dernières élections législatives ont donné cette fois-ci une majorité ultra-conservatrice dominée par l'influence des gardiens de la Révolution au Parlement. Et là, couronnement du dispositif, Ali Larijani, seul concurrent sérieux contre les conservateurs, est éliminé. Et donc ça, c'est un fait politique majeur qui est une novation par rapport à ce qu'on avait vu, et surtout qui a pour but apparemment de mettre en scène le candidat préféré du guide qui s'appelle Raisi. Raisi est un religieux chef actuel du judiciaire avec un passé sanguinaire épouvantable, il a des tas de cadavres sur le dos, c'est un ultra répressif, et dans la littérature, parmi les commentateurs, beaucoup disent qu'en fait il est prépositionné au-delà d'un éventuel poste de président de la République, pour être le successeur du guide. Il y a cette hypothèse qui est souvent reprise par beaucoup d'analystes et peut-être un peu hasardeuse, car on peut se demander, car l'homme étant totalement incompétent, s'il est élu, ce qui n'est pas encore acquis, président de la République, on peut se demander si peut-être ce n'est pas une planche savonnée qu'on lui a posée pour qu'il se ridiculise, car il est incapable, et que son impopularité, qui est déjà grande parmi les religieux des séminaires de com, qui jouent un rôle important pour la désignation du candidat, non pas l'élection, mais la désignation du candidat à la succession du guide, il n'est pas du tout exclu que ce soit un piège en vue de favoriser peut-être un autre candidat à l'élection, cette fois-ci du guide, qui interviendra à la suite du décès de ce dernier. Il a 82 ans, le guide n'est pas en forme, donc les échéances se rapprochent. On a donc cette élection qui est en vue, qui a tout le look d'une élection préemptée. Quelques réformateurs qui ont été admis, dont l'ancien gouverneur de la Banque centrale d'Iran et 2-3 autres, ne vont probablement pas remporter des succès très évidents, et je pense qu'on fera le nécessaire pour qu'ils ne le remportent pas. À noter, parmi les autres conservateurs admis à se présenter, Zaghani, qui est un ultra-conservateur qui dirige le think tank du Parlement, qui s'appelle le Majlis Research Center, et surtout l'ancien négociateur ultra-conservateur Gelili, qui était la bête noire des Occidentaux, puisqu'il cédait sur rien, il ne négociait rien du tout. Et que vient-il faire là? Vient-il faire conférence à Raisi? C'est tout à fait peu probable. Il servira probablement de faire valoir. Donc on a une élection qui se présente avec un risque élevé de forte abstention, qui traduit l'effondrement du camp réformateur, qui n'a pas été capable
de désigner une vraie tête de file politique, même sans se présenter. Le leader réformateur Aref est depuis longtemps complètement discrédité au sein de son propre camp. Donc on a une élection dont on ne peut pas dire qu'elle soit très ouverte. Plusieurs candidats éliminés ont dit néanmoins il serait bon de suggérer aux électeurs néanmoins de voter massivement. Il est peu probable qu'ils soient entendus et on peut s'attendre à une élection. Dans tous les cas de figure, il y aura une abstention très significative. Ça, c'est le premier élément. Les conservateurs, néanmoins, sont embarrassés par la manœuvre. Même au sein des gardiens de la Révolution, on a vu des voix s'élever pour dire « c'est un peu gros ». C'est un peu fort, on va être mal vu, déjà on n'est pas très bien vu, mais en plus ça va encourager l'abstention. Et il y a eu une partie de Poker Menteur ces derniers jours où on a vu que le guide a dit oui, finalement, il y a peut-être des gens qui ont été éliminés pour de mauvaises raisons, etc. Du coup, le buzz s'est fait, le guide va faire ce qu'il a fait dans le passé, à savoir réinstaller dans la compétition certains candidats qui avaient été éliminés par le Conseil des gardiens de la Constitution. C'était des choses qui avaient eu lieu dans le passé. Et là, curieusement, déclaration récente des responsables du Conseil en question qui ont dit « la liste est close, c'est terminé, la partie finie ». Alors c'est intéressant parce que soit on est en présence d'une partie de vrai poker, ou je dirais partie d'échecs persan monteur, ce qui est tout à fait plausible, soit il y a les fractures au sein même du camp conservateur dur sont plus importantes qu'on ne le pense. Je ne serais pas étonné de cette seconde hypothèse, car les gardiens de la Révolution ne sont pas un corps uniforme. Il y a déjà des générations différentes entre ceux qui ont été sur le front d'Irak, ceux qui se sont reconvertis dans le business, ceux qui ont été tout simplement engagés militaires, voilà, et puis ceux, les durs des durs, qui veulent quasiment une dictature militaro-religieuse, etc. Une tendance de fond, néanmoins, se dégage, et je crois que elle n'est pas contredite par ce que l'on voit, c'est un clivage de fond entre le clergé dans son ensemble et les gardiens de la Révolution. Clivage, en fait, lié à la chute vertigineuse d'influence du clergé. L'Iran est une théocratie, mais les mosquées sont vides. Les Iraniens, la population ne supporte plus le clergé. Le clergé insupporte les gens par le côté à la fois moralisateur et corrompu, c'est beaucoup pour les mêmes, et donc les gens ne supportent plus. Donc on a comme toile de fond là-dedans une volonté des Iraniens d'écarter le clergé, mais ils n'en ont pas nécessairement les moyens, et en même temps une aspiration générale de toute urgence à ce que le sort, non seulement l'économie, mais le sort des individus s'améliore. Et là, ça aura certainement une influence sur le sort des négociations nucléaires, dont on parlera peut-être, mais il est clair que la priorité des populations, de la population, c'est de toute urgence pouvoir voir son sort s'améliorer, le chômage, le coût de la vie monstrueux, l'inflation qui a explosé, etc. Et ça, il ne pourra pas s'améliorer significativement s'il n'y a pas un certain relâchement des sanctions. Le futur gagnant au présidentiel, dont je rappelle que le président de la République en Iran n'a pas plus de pouvoir qu'un Premier ministre. Et du coup, ça peut nous amener à une petite réflexion amusante au sujet de la mise à l'écart de Larijani, pour revenir dessus. Est-ce que finalement, Paul Larijani, s'il avait pu concourir, s'il avait été élu, ce qui n'est pas du tout déterminé parce qu'il n'était pas naissant populaire, est-ce que ça n'aurait pas été un cadeau empoisonné? Est-ce que finalement, son retrait ne le pose-t-il pas, en futur recours lointain, et deux, ne lui évite-t-il pas des ennuis qu'il aurait eu avec un Parlement ultra-conservateur qui aurait tout fait pour lui saboter sa tâche? C'est une des questions les plus intéressantes qui ressort de ces épisodes. Bien sûr, le 10 juin, nous verrons ce qu'il en est, et la prise de fonction du futur président interviendra dans le courant de l'automne, le temps que tous les contentieux, la mise en place du futur exécutif soit réglée, ce qui prend toujours un peu de temps.